Notre invité ce matin, Benjamin Griveaux, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez été surpris par ce qu'a dit Cédric Villani à la sortie de l'Élysée hier? Franchement. Écoutez, le président de la République a demandé à Cédric Villani de se ranger derrière le collectif. Derrière vous, quoi. Que j'ai le plaisir de conduire depuis des mois. Et il lui a dit, voilà, parlez-vous projet. La réponse qu'a faite Cédric Villani devant l'Élysée ne va, semble-t-il, pas exactement dans ce sens. Et il a lui-même acté d'une rupture avec le président de la République hier soir. Je l'appellerai cet après-midi, Cédric, pour lui dire que s'il changeait d'avis, ma porte resterait ouverte comme elle l'a toujours été depuis le premier jour, parce que mon seul objectif depuis le 10 juillet dernier, c'est de rassembler le plus largement possible ceux qui souhaitent sincèrement un changement à la politique conduite par Anne Hidalgo depuis près de 6 ans et qui a fait beaucoup de mal à la ville de Paris et aux Parisiens. Ce sera la seule ligne de conduite que j'aurai jusqu'au bout, jusqu'au soir du 22 mars. Rassembler celles et ceux qui veulent un vrai changement et rien d'autre. Il se maintient, il reste candidat à la mairie de Paris. Ne va-t-il pas vous faire perdre? La campagne commence. S'il se maintient, est-ce qu'il va vous faire perdre? Une campagne électorale, ce ne sont pas des additions dans des tableaux désincarnés. J'étais rue de la Goutte d'Or avec Pierre-Yves Bournazel vendredi après-midi. J'ai vu la détresse des gens de la Goutte d'Or qui sont abandonnés sur les questions de sécurité, sur les questions de propreté, sur les questions de logement. On commence la campagne électorale. La campagne de Paris commence aujourd'hui. Et c'est tant mieux, parce qu'on va enfin pouvoir parler projet. Parce que ce week-end, pour la première fois, on a pu parler d'autre chose que du nombril des uns ou du Lego des autres. On a parlé de la gare de l'Est. Je suis sûr que vous allez m'en dire un mot ce matin. Évidemment, je vais vous parler de la gare de l'Est. Enfin, toute la deuxième partie, Jean-Jacques Bourdin, il y a trop de colère dans cette ville pour qu'on passe notre vie à parler des personnes et pas des projets, de ce dont les Parisiens nous disent chaque jour, on en a assez. Vous faites partie du même groupe politique. On est bien d'accord, de la République en marche. Peut-être pas pour très longtemps, d'ailleurs, en ce qui concerne Cédric Villani. Est-ce qu'il doit être exclu? Mais ça n'est pas mon sujet. D'accord. Ça n'est pas mon sujet, Jean-Jacques Bourdin. Mon sujet, c'est Paris, les Parisiens, du même groupe. Et c'est de cela dont je vais parler exclusivement pendant cette semaine. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont été délaissés. Oui, mais Benjamin Griveaux, vous faites partie d'un parti politique, de la République en marche. Bon, Emmanuel Macron a obtenu 34,9% des voix à Paris, lors de la présidentielle. Benjamin Griveaux, il y a 2 candidats aujourd'hui qui se réclament, plus tellement Cédric Villani. C'est fini. Ça, je vous confirme. C'est fini depuis hier. Je semble l'avoir compris. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas dans une élection nationale, Jean-Jacques Bourdin. Pas vous. Vous aimez vous. Vous vous attachez au quotidien des gens, à ce que les Parisiens vivent, à ce que vos auditeurs vous disent quand ils vous appellent. C'est cela qui m'intéresse. Savoir combien a fait Emmanuel Macron à la présidentielle, en marche aux législatives, aux européennes pour gagner Paris. Mais on est fou, parce que si on regarde ça, on dit, écoutez, Anne Hidalgo a aucune chance, Benoît Hamon a fait 8% à la présidentielle. Bon, c'est pas ce qu'on lit. Parce qu'une élection municipale, ce sont des équipes, ce sont des projets. C'est ce qu'on dit aux Parisiens, ce qu'on a envie de défendre pour eux. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Que l'on porte très concrètement à leur service. Pour vous, c'est clair, Emmanuel Macron a choisi. Il vous soutient. Il l'a clairement exprimé hier, et vous le savez très bien. Ça fait des mois que ce débat est un débat qui, au fond, était de dire, mais vous savez, Benjamin Griveaux rassemble-t-il? J'ai rassemblé des maires d'arrondissement issus de sensibilités très différentes. Frédérique Calandra, la maire du 20e, est au PS. C'est une femme de gauche républicaine qui se bat contre le séparatisme qui a lieu dans le 20e arrondissement. Bon. J'ai rassemblé des maires de droite. Florence Berthoud, Delphine Burkli, qui n'étaient pas dans les mêmes équipes que Frédérique Calandra. C'est ça aussi, Paris. C'est rassembler des gens différents. Pierre-Yves Bournazel, avec qui Cédric Villani avait engagé un dialogue, et dont je crois qu'au fond, on a plus de convergence que de divergence. Il n'a rejoint ma campagne. Les questions qui étaient posées de manière, comment dire, un peu, on s'intéresse à l'écume des choses et pas au mouvement de fond sur est-ce que le président de la République soutient un tel ou un autre. Écoutez, j'avais le soutien de la totalité de celles et ceux qui ont fait
le mouvement politique autour du président de la République. Et donc cette question-là, seuls les commentateurs se la posaient. Désormais, les choses sont claires et je vais vous dire, tant mieux, on va pouvoir enfin parler projet et parler un peu moins de petite politique. Oui, alors j'ai une dernière question. Est-ce que pour Emmanuel Macron, le fait que Villani lui dise non, c'est une perte d'autorité ? Je pose franchement la question. Mais écoutez, franchement, ça n'intéresse personne. Bon. Cédric Villani, il a pris sa liberté, très bien. Bon. Eh bien, la campagne permettra de voir celui qui défendra le projet, qui parle le plus aux Parisiens et qui est le plus ancré dans le réel et dans le quotidien des Parisiens. Est-ce qu'Agnès Buzyn sera candidate sur votre liste ? Je vois qu'on rentre tout de suite dans les projets. Agnès Buzyn est une femme, je l'ai dit. Mais parce que pourquoi cette remarque ? Parce que je vous le dis. Expliquez-moi, Benjamin Griveaux. Personne ne me pose. Personne ce week-end sur les marchés ne m'a parlé de ce sujet. Non, d'accord. Les gens mais m'ont c'est parlé. Important ou pas ? Mais les gens. Est-ce qu'Agnès Buzyn. Les gens m'ont parlé. Est-ce que l'engagement d'Agnès Buzyn c'est important ? Jean-Jacques Bourdin. Mais je vais vous en parler, Benjamin Griveaux. Mais nous perdons des minutes précieuses parce que les Parisiens n'ont plus le temps à perdre. Benjamin Griveaux, c'est moi qui décide des minutes, c'est pas vous. Vous savez, j'ai toujours été un peu indiscipliné et un peu frondeur, ce qui ne sont pas des qualités qui doivent manquer au prochain maire de Paris. J'aime bien ça, sauf que j'aime bien aussi qu'on réponde à ma question. Est-ce qu'Agnès Buzyn sera candidate sur votre liste ? Elle a dit qu'elle souhaitait pouvoir rejoindre la campagne. Elle a dit aussi qu'elle était aux avant-postes sur un sujet majeur qui est une crise sanitaire. J'ai bien connu le ministère des Affaires sociales et de la Santé à un moment d'une autre crise sanitaire par le passé qui était une crise grave. Je sais la mobilisation que la ministre doit avoir dans ces moments-là. J'ai entendu en même temps son envie de s'engager, je m'en réjouis. C'est une femme formidable. Elle va donc s'engager. Mais c'est à elle de le dire. Bon. C'est à elle de le dire, ça n'est pas à moi. Bon, mais vous le souhaitez. Mais je le souhaite, je l'ai dit depuis longtemps. Benjamin Griveaux, je vais quand même vous parler, avant de vous parler de la gare de l'Est et d'autres projets, je vais vous parler quand même de la réforme des retraites. Mais je vois qu'on est sur un sujet parisien, allons-y. Oui. Je vous écoute. C'est un sujet national. Et Paris est la capitale de notre pays. Bien. Dites-moi, le Conseil d'État. Oui. Vous avez a vu rendu ce qu'a dit son le Conseil ? avis. Il a joué son rôle. Oui. Et qu'en pensez-vous ? Lorsqu'il dit et il parle de projets trop précipités, trop flous, il a raison ou tort ? D'abord, c'est un projet trop précipité, trop flou ? Est-ce que, si vous me laissez répondre, je vais répondre avec grand plaisir. D'abord, le Conseil d'État, il est parfaitement dans son rôle. Il est normal que lorsqu'on présente un projet de loi, le Conseil d'État dit s'il y a des précisions à apporter. J'ai absolument aucun doute que le gouvernement, comme à son habitude, comme toujours, parce qu'il arrive au Conseil d'État de considérer qu'il y a des textes qui sont un peu rapides ou insuffisamment précis, que le gouvernement apportera ces précisions, que la conférence de financement qui commence jeudi permettra justement d'éclairer les débats sur les questions du financement de cette réforme. Et puis, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est une transformation majeure pour le pays. C'est un changement de système. C'est pas une petite réforme paramétrique où on bouge un ou deux éléments. C'est une réforme très importante. Et donc, quand on bouge une réforme, quand on change un modèle de manière profonde, systémique et non pas paramétrique, et bien que le Conseil d'État fasse valoir qu'on a besoin d'éclairer au maximum le débat, c'est assez légitime. J'ai aucun doute que le gouvernement y répondra. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit simplement qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il ne connaît pas suffisamment, il n'a pas suffisamment de précision pour pouvoir se prononcer. Et donc, c'est dommage de se prononcer, par exemple que les députés et sénateurs se prononcent sur un texte dont on ne connaît pas finalement. Eh bien donc le gouvernement. Eh bien donc. Oui. On connaît la finalité. Oui, la mise en place, oui. La mais finalité, les détails. Je sais, et souvent le diable se niche dans les détails, vous connaissez l'adage, mais la finalité, nous l'avons, la philosophie, nous l'avons, parce que être un responsable politique, c'est aussi regarder au-delà de la seule semaine ou du seul mois qui est devant nous. C'est de dire, voilà le modèle qu'on veut bâtir pour la génération qui vient. Et donc, le gouvernement aura à préciser et à éclairer le texte s'il y a des zones dont le Conseil d'État considère, et ça n'est pas à moi de juger l'avis du Conseil d'État, qu'elles méritent d'être plus éclairées qu'elles ne le sont. Je ne sais pas si vous avez consulté l'étude d'impact diffusée par le gouvernement, mais c'est amusant. Cette étude. Il y a des études d'impact pour tous les textes. C'est sérieux pour tous les textes. C'est obligatoire lorsqu'on présente. Alors, on sait qui va y gagner. Les 25% des retraités les plus modestes, les femmes, mais on ne sait pas qui seront les perdants. Les carrières hachées aussi, quand on a moins de 150 heures par trimestre, c'est des choses importantes, parce que c'est beaucoup de personnes qui, au fond, sont fragiles, travaillent insuffisamment pour rentrer dans le système, et donc l'idée de se dire, ce qui était au cœur de
du projet qu'a porté le candidat Macron, puis le président et désormais le gouvernement, c'est de dire que chaque heure travaillée ouvre des droits, que rien ne passe à travers les mailles du filet, que tout est comptabilisé. Et c'est vrai que ça améliore franchement la situation pour des gens qui ont des carrières hachées, compliquées. Mais et qui sont les perdants ? Mais vous savez, les gagnants à l'issue de ce système, c'est que nous avons une répartition qui est garantie, un système par répartition. Nous avons une pérennité financière du système qu'aujourd'hui nous n'avons pas, et surtout un peu de lisibilité. Moi, j'ai 42 ans, je suis incapable de vous dire, Jean-Jacques Bourdin. Et moi, j'ai eu une carrière assez hachée, pas totalement linéaire. J'ai été au RSI parce que j'ai créé des boîtes, donc j'étais pas salarié. J'ai eu des statuts différents. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui quand est-ce que je vais prendre ma retraite et quel en sera le montant. C'est pas normal. Et donc c'est aussi cela qu'on va mettre dans cette réforme. Montant des concessions faites aux bénéficiaires des régimes spéciaux, on ne sait pas non plus. Mais le coût, on ne sait pas. Ça va être les discussions. La niveau de l'âge d'équilibre, on ne sait pas. Mais Jean-Jacques Bourdin, c'est quand même fort de café. Le gouvernement est accusé chaque jour, matin, midi et soir, de ne pas dialoguer. La conférence des financeurs commence jeudi, nous sommes lundi. Voilà, j'aimerais être devin, je ne le suis pas. J'ai d'autres qualités, mais pas celle-là. Mais c'est pas la conférence des financeurs qui va fixer le montant, le montant des. En tout cas, dans conférence des financeurs, aux bénéficiaires des régimes spéciaux. Dans conférence des financeurs, il y a financement et les finances, vous le savez, ont beaucoup à voir avec les équilibres de différents régimes. Parlons de la gare de l'Est. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre cette mesure et beaucoup de salive. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux les critiques et aussi ceux qui approuvent. Gare de l'Est, donc transformée, si j'ai bien compris, pas que la gare de l'Est, transformée en grand jardin, forêt. Dites-moi. On va partir du point de départ. Oui. On ne peut pas construire le Paris qui respire, que chacun a à la bouche, du 21e siècle, avec des infrastructures de transport du 19e siècle. Les gares parisiennes, en particulier la gare Saint-Lazare, la gare du Nord, la gare de l'Est, ont été construites entre 1845 et 1850, il y a 170 ans. À l'époque, c'était des compagnies privées qui ont construit ces gares pour le développement, l'essor industriel du pays à ce moment-là. Quand vous reliez les 6 gares parisiennes entre elles, vous avez le Paris, le cœur, le centre de Paris de 1850. Bon, on est en 2020. Qu'est-ce que vous disent tous les experts des transports ? Il va y avoir un déport de l'aérien vers le ferroviaire. Parce qu'on nous dit, et à raison d'ailleurs, que l'avion est beaucoup plus polluant que le train. Et que donc, tout le tourisme qui vient d'Europe, d'Allemagne, de Belgique, mais du nord de l'Europe, eh bien, il bascule en ce moment sur le ferroviaire. Bon. Tous les experts assurent que dans 10 ans, la gare du Nord et la gare de l'Est ne pourront pas absorber le flux de voyageurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste les bras ballants et on dit rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, ce sera plus nous. La génération d'après se débrouillera. C'est ce qu'on a toujours fait. Ce que je propose, moi, c'est de dire on conserve à la gare de l'Est actuelle le terminal Charles de Gaulle Express qui va y arriver, c'est 25 000 voyageurs par jour. Bon. Et le reste. Donc on conserve les bâtiments en l'état. Le bâtiment est classé. On n'y touche pas. Bon, regardez. Pas de centre commercial. Il y a une gare qui était. Mais arrêtons les caricatures. Il y a une gare qui était classée, c'était Orsay. Caricature, c'est pas une caricature. Bien sûr que si, c'est une caricature. La gare d'Orsay, c'est devenu un musée, c'est pas devenu un centre commercial. Donc arrêtons les caricatures. Donc, ça, c'est Madame Hidalgo qui voit des centres commerciaux tous les 4 matins. Il n'y aura pas de centre commercial si vous êtes élu maire à la gare de l'Est. Évidemment, on fera un projet, vous savez quoi ? Un appel aux architectes internationaux pour s'emparer de ce bâtiment. Et ce que je dis, c'est on déménage. On est bien d'accord, mais puisque c'est ce que vous reprochez à Anne Hidalgo. Mais vous savez, Anne Hidalgo, elle reproche beaucoup de choses qui n'existent pas. Il faudrait qu'elle réancre un peu, qu'elle se remette les pieds dans le réel. Qu'elle se remette les pieds dans le réel. Bon. Et on déménage. Vous avez 28 voies aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas augmenter le nombre de voies dans Paris pour absorber les futurs flux de voyageurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose la question de se dire, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir plus de voies pour absorber les flux futurs ? Il y en a un qui est à la Villette, à la porte de la Villette, qui est sur l'emprise foncière parisienne. Il y en a potentiellement un qui peut être plus métropolitain. Qu'est-ce que ça permet ? 3 choses. 1, tout le monde a le Grand Paris à la bouche, matin, midi et soir. Il faut élargir Paris, il faut penser aux voisins, etc. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça ? On élargit le cœur de Paris. On crée la première gare métropolitaine. On dit enfin à l'Est parisien qu'ils auront un hub de transport qui permet de l'activité, qui permet de l'activité, qui permet le développement économique, qui permet de la croissance dans un territoire où on a, dans cette folie parisienne, on habite à l'Est et on va travailler à l'Ouest et on pendule. Et on le fait
a une dimension européenne, parce que ça absorbera les flux de voyageurs européens, et plutôt que en récupérant ces 30 hectares de voies ferrées, je suis sûr que Jean-Louis Missica, l'adjoint à l'urbanisme de Madame Hidalgo, aurait adoré faire des grands projets, construire du logement, des bureaux, des commerces. Moi, je dis, on offre à la génération qui vient un parc dans le nord-est parisien, dans les quartiers les plus populaires de Paris. 30 hectares. 30 hectares. Dans les quartiers les plus populaires de Paris, on fait que cette ville enfin respire et enfin donne une dimension réelle à la métropole. Parce que la métropole, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. 1,5 milliard d'euros. Je suis pratiquant. Qui finance 1,5 milliard d'euros. La ville de Paris, l'investissement de la ville de Paris chaque année, c'est combien? C'est, je sais pas, 6-7 milliards, non? 1,5 milliard. Ah non. Pas plus, ça c'est non. le budget. Hein, le budget c'est 9. Oui, 9 milliards. Et la ville de Paris investit chaque année 1,5 milliard d'euros. Donc c'est une année d'investissement. C'est une année d'investissement. Et c'est un projet qui prendra vraisemblablement 10 ans pour le réaliser. Deuxièmement, moi, à la différence de Madame Hidalgo, si des entreprises privées, si des grands groupes disent c'est un projet emblématique, c'est un projet qui dit des choses au pays, et parce qu'on est des grands groupes français engagés en France depuis longtemps, on a envie aussi d'aider notre pays. Des grands groupes vont financer un parc. Je ferai appel au mécénat, bien sûr. Vont financer un parc. Bien sûr. Parce que c'est un symbole, parce que c'est la capitale, et parce que ces grands groupes, il faut arrêter de montrer du doigt en permanence. Il faut quand même que vous ayez l'accord de la SNCF avant de pouvoir faire ça, non? Mais j'ai évidemment discuté avec l'ensemble des opérateurs pour dire, est-ce que, première chose, y a-t-il une impossibilité technique? On aurait pu me dire, monsieur, pourquoi pas, mais c'est impossible votre affaire, pour des raisons techniques. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc moi, ce que je souhaite faire, c'est prendre les 2 années qui suivent l'élection pour dire, on met les opérateurs, on met les financeurs, on met les usagers, on met les habitants et on met surtout les communes autour. Et on fait ce projet. Et à l'issue de ça, on le soumet à un référendum. Parce que moi, Madame Hidalgo qui dessine Paris dans son bureau toute seule et qui ne consulte jamais sur rien, le projet Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement, qu'elle a construite seule, 4% d'espace vert, 96% de béton. Elle a bétonné et bitumé Paris sans demander leur avis aux Parisiens. Moi, je le dis, si on fait ce parc, ce projet, ce sera parce que les Parisiens nous auront dit « Ok, faisons-le, construisons ensemble ce Paris qui respire, que tout le monde appelle de ses voeux, mais que personne ne construit réellement. » Je crois que vous voulez aussi verdir, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais les voies sur berge. Oui. Les engazonner, en quelque sorte. Oui. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Et alors, je sais ce que certains vont dire, mais alors, les véhicules de secours ne pourront plus passer. Oui, ce sont des voies d'urgence. Ah, mais on n'a pas bien vu que, vous savez, il y a beaucoup de moyens d'engazonner, vous avez des véhicules qui continuent de passer. J'invite sérieusement ceux qui ont cet argument-là à la bouche à aller voir beaucoup de métropoles françaises où vous avez du bitume engazonné et où les véhicules de secours passent parfaitement. Vous imaginez bien que ces discussions-là, je les ai eues avec la préfecture de police et que lorsque... Vous savez, j'ai plein de défauts, Jean-Jacques Bourdin. Mais j'en ai vraiment une tonne. Mais il y en a un, c'est que je suis un bon élève. Je ne sais pas si vous avez des défauts ou des qualités, Benjamin Griveaux. Quand je propose quelque chose, j'y ai travaillé. Mais ce qui est embêtant... Ce projet-là, je l'ai présenté j'y ai travaillé, depuis 1 an. Très sérieusement, avec des urbanistes, avec des architectes, avec des spécialistes de l'urbain. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste. C'est pas à moi de dessiner d'un coup de crayon, parce que le matin, je me suis levé de tel pied, l'avenir de Paris. Donc ce travail-là, il a été fait très minutieusement, très méticuleusement. Et tant mieux si ça fait débat, parce que c'est de ça dont je veux qu'on parle dans les 7 semaines qui nous séparent de l'élection municipale. Comment se fait-il que vous soyez toujours à peu près au même niveau dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages? Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à décoller dans cette campagne? Mais parce que la campagne n'avait pas commencé. Mais parce que la campagne commence là. Mais Jean-Jacques Bourdin, mais je vous le dis, disons-nous tout. Allez-y, Benjamin Griveaux. Est-ce que ça vous a inquiété? Je vais m'allonger. Vous stagnez? Mais non. Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin. Mais vous stagnez, pourquoi? Au mois de décembre. Oui. Au mois de décembre. Oui. Qu'est-ce que les Parisiens avaient dans la tête? Qu'est-ce que les Parisiens avaient dans la tête? Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Vous savez bien sûr. Non, vous savez mieux que moi. Les grèves. Nous avons fait de tous les Parisiens des marcheurs, à l'insu de notre plein gré sans doute. La question des retraites. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup marché parce qu'il n'y avait pas de transport en commun. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup galéré parce qu'il n'y avait pas de service minimum d'accueil dans les écoles. Ça veut dire que... Vous êtes un parti responsable vous, au gouvernement ou pas? Mais bien sûr, j'en prends ma part de responsabilité. Mais donc je vous dis, ce mois de décembre, il a été consacré aux grèves et aux retraites. Et c'est normal parce que c'est ça qui a pourri la vie des Parisiens, qui a rendu la vie impossible aux commerçants et aux artisans. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a peu parlé. J'ai fait beaucoup de propositions pour le commerce et pour l'artisanat, pour les accompagner. Donc maintenant, on rentre dans la campagne. Tant mieux, on va enfin pouvoir débattre du fond. Donc si vous ne décollez pas dans les 15 jours qui viennent, c'est foutu, quoi, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui ne se bat pas jusqu'au soir
du premier tour. Enfin, vous le savez mieux que personne. On nous a tellement raconté des histoires d'élections écrites d'avance. On nous a tellement raconté que, vous savez, désormais, mais c'est fait, donc c'est Madame Hidalgo et Madame Dati, qui d'ailleurs sont complices. Elles veulent, Madame Hidalgo, être la maire socialiste de Paris et Madame Dati sauver les Républicains. C'est-à-dire que si vous êtes en troisième position, vous vous maintenez, quoi. Mais Jean-Jacques Bourdin, on commence cette campagne. Bon. On va parler projet. Quand on va dans la rue et qu'on demande un projet qui a été mis sur la table hier, ce sont vos confrères d'un grand quotidien que les Parisiens affectionnent particulièrement qui disent, pour une fois, quand on interrogeait nos lecteurs, ils avaient entendu parler du projet. Ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On a 7 semaines pour parler projet et enfin mettre de côté les affaires personnelles. Et c'est tant mieux. Les affaires personnelles, c'est-à-dire les affaires de personnes. Ah, mais c'est pas tout à fait pareil. Pardon. Pas tout à fait pareil. Les affaires de personnes. Les affaires de personnes. Non, mais d'accord. Benjamin Griveaux, merci. RMC. Merci à vous.